Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer le 9e chapitre du livre d'Elisabeth Kübler-Ross et de David Kessler. Mais avant d'évoquer le 9e chapitre, je voulais vous parler d'un magazine que j'ai l'habitude d'acheter qui paraît en ce moment. Donc je ne suis pas sponsorisée par ce magazine Happiness, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un magazine que j'affectionne particulièrement et que j'aime acheter de temps en temps. Bon, ce n'est pas une obligation, mais c'était simplement pour vous dire qu'il y a un article dans le magazine sur la vie après la mort que je trouve assez intéressant. Je suis en train de le chercher. Je vous lirai ou je vous en parlerai la prochaine fois. Mais je suis tombée un peu par hasard parce que je l'ai feuilleté brièvement dans le magasin, mais je ne me suis même pas aperçue qu'il y avait cet article. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard, évidemment. Et différentes thématiques en rapport avec le deuil, mais surtout, voilà, ce magazine, bon, c'est tout en rapport avec la spiritualité, le bien-être, voilà, les voyages, différents articles à acheter, des produits bio et naturels. Enfin bref, voilà, c'était pour vous faire une petite aparté sur le magazine Happiness qui est en ce moment chez les marchands de journaux, j'imagine, bon, sans vouloir faire trop de publicité. Allez, allons-y pour évoquer le 9e chapitre qui s'intitule La leçon de la colère. Une infirmière de garde aux urgences d'un hôpital du Midwest reçut un appel du médecin chef l'informant de l'arrivée de 5 personnes dans un état critique. La situation déjà stressante était compliquée par le fait qu'un des blessés était le mari de cette infirmière. Les 4 autres, qu'elle ne connaissait pas, étaient les membres d'une même famille. Malgré tous les efforts des médecins et des infirmières, les 5 blessés décédèrent. Quelle avait été la cause de leur mort? L'effondrement d'un bâtiment, un accident de car, un tireur fou, un incendie? Non. Seule la colère en était responsable. Le conducteur d'une voiture voulait en doubler une autre sur une petite route de campagne, mais aucun des deux ne voulut céder. Côte à côte, ils firent la course, manœuvrant pour prendre la tête, en proie à une rage folle. Ni l'un ni l'autre ne virent à temps la voiture qui arrivait en face. Le mari de l'infirmière était l'un de ces deux conducteurs en colère. Ces deux hommes ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils n'avaient aucune raison de se haïr de la sorte. Pourtant, une fureur inouïe s'était emparée d'eux uniquement parce que l'un avait voulu doubler l'autre. L'automobiliste qui survécut fut inculpé. 3 familles virent leur vie brisée par cet événement tragique dû à la colère, laquelle, selon certains spécialistes, est la cause principale des accidents de la route aux États-Unis. Nous avons tous des moments d'emportement au volant, mais fort heureusement, peu d'entre nous sont impliqués dans de telles tragédies. Cependant, même si ce cas est extrême, il doit nous inciter à exprimer notre colère d'une manière saine, afin de pouvoir la maîtriser avant qu'elle ne s'empare complètement de nous. La colère est une émotion naturelle qui, normalement, ne devrait durer quelques secondes, voire quelques minutes. Ainsi, par exemple, lorsqu'un resquilleur coupe la file d'attente au cinéma, il est tout à fait normal d'éprouver ce sentiment passager. Après l'avoir naturellement et sainement exprimé, on se sent beaucoup mieux. Mais les problèmes surgissent quand notre colère prend une ampleur démesurée ou quand nous la refoulons. La colère refoulée ne s'évapore pas comme par miracle. Elle se transforme en travail inachevé. Si nous refusons de la gérer, elle prendra de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de s'exprimer. Généralement, en se trompant de cible. Ces deux conducteurs en avaient tellement accumulé qu'elle a littéralement explosé lorsqu'ils se sont retrouvés en présence l'un de l'autre. En l'espace de quelques secondes, ils ont explosé comme des volcans. La colère accumulée suscite un autre problème. Si vous êtes toujours dans cet état après avoir reçu des excuses dont vous avez reconnu la sincérité, c'est qu'il y en a en vous une vieille agressivité refoulée, c'est qu'il y a en vous, pardon, excusez-moi, c'est qu'il y a en vous une vieille agressivité refoulée qui pourra ressurgir par les biais les plus inattendus. Dans nombre de familles, il est inconvenant d'exprimer la moindre colère, tandis que dans d'autres, l'incident le plus futile dégénère en excès de fureur. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que nous ne sachions pas exprimer sainement cette émotion naturelle. Au lieu de l'exprimer, nous essayons de l'analyser, nous nous demandons si elle est justifiée, nous l'orientons à tort et à travers, bref, nous faisons tout et n'importe quoi sauf l'éprouver.
Il s'agit pourtant d'une réaction normale et utile lorsqu'elle s'exprime au bon moment ou au bon endroit, et dans les justes proportions. Ainsi, de nombreuses études ont montré que les patients colériques vivent plus longtemps. Que ce phénomène soit dû au fait que ces patients extériorisent leurs émotions ou au fait qu'on leur accorde plus de soins, nous ne le savons pas. En revanche, nous savons que la colère engendre l'action, qu'elle nous aide à maîtriser le monde environnant, mais aussi à définir les limites de notre espace. Tant qu'elle n'est pas déplacée ou violente, elle peut être une réaction utile et naturelle. La colère étant l'un des signaux d'alarme les plus importants de l'organisme. Il ne faut pas l'étouffer systématiquement. Elle nous avertit lorsque nous sommes blessés ou lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits. Elle constitue une réaction normale et saine à de nombreuses situations. En outre, elle peut, comme la culpabilité, nous signaler que quelque chose n'est pas conforme à notre système de croyance. Piquer de temps en temps à autre une colère, si elle est proportionnée à l'événement qui l'a provoquée, est une réaction saine. Les problèmes surgissent lorsqu'on n'arrive pas à l'exprimer de manière appropriée. On est parfois si effrayé par sa propre réaction qu'on la refoule profondément, au point de ne plus en avoir conscience. La colère ne doit pas être une horrible bête qui mine notre existence. Ce n'est qu'une émotion. Il n'est pas normal de l'analyser sur toutes les coutures, ni de se demander si elle est justifiée. Ce genre d'attitude revient à s'interroger sur le bien fondé de toutes nos émotions dont la colère fait partie. Il faut en faire l'expérience, mais il ne faut pas juger. Comme toutes nos impressions, elle est une forme de communication, elle nous délivre un message. Malheureusement, nombreux sont ceux qui n'entendent plus ce message ou qui ne savent pas l'interpréter. Lorsqu'on demande à une personne en colère ce qu'elle ressent, elle commence généralement par dire « je pense que ». Il s'agit là d'une réponse intellectuelle qui naît dans notre esprit et pas dans nos tripes. Nous devons entrer en contact avec nos émotions viscérales. Certains trouvent cela tellement difficile qu'il serait bon pour eux de fermer les yeux et de poser une main sur leur estomac. Ce simple geste les aidera à entrer en contact avec leurs émotions profondes, probablement parce qu'ils impliquent le corps et pas seulement le cerveau. Établir un lien avec nos émotions est une notion étrangère à notre culture. Nous avons oublié que nous ressentons aussi les choses avec notre corps. Nous avons tendance à couper notre mental de nos sensations. Nous sommes tellement habitués à nous laisser gouverner par notre intellect que nous en oublions nos émotions et notre corps. Pensez au nombre de fois où vous commencez une phrase par « je crois que » plutôt que « je ressens ». La colère nous signale l'existence de blessures refoulées qui sont une souffrance actuelle, tandis que la colère est une souffrance chronique. L'addition de telles douleurs entraîne l'accroissement de l'agressivité. On peut accumuler tant de blessures qu'il devient très difficile de retrouver l'origine de sa rage. On prend tellement l'habitude de vivre ainsi que l'on finit par penser que cette situation est naturelle. Avec le temps, on se forge une image de plus en plus négative de soi-même et la colère devient une partie de son être. Nous devons nous efforcer de dissocier nos vieilles émotions de notre identité. Exprimer cette colère pour retrouver notre nature profonde qui est fondamentalement généreuse. Lorsqu'on éprouve de l'agressivité envers autrui, on finit par l'être contre soi-même, car on a le sentiment de s'être trahi, souvent parce qu'on avait essayé de contenter les autres au détriment de son équilibre émotionnel. Nous sommes exaspérés parce qu'ils ne nous donnent pas en retour ce que nous méritions, mais en réalité nous enrageons contre nous-mêmes parce que nous n'avons pas pris soin de nous en priorité. Ça c'est bien vrai, cette phrase. Parfois, nous ne voulons pas reconnaître que nous avons des besoins parce que dans notre société, c'est un signe de faiblesse. La colère rentrée engendre souvent des sentiments de dépression ou de culpabilité et déforme notre appréhension dans la réalité présente. Les colères non exprimées se transforment en travail inachevé, non seulement vis-à-vis des autres, mais également de nous-mêmes. Nous avons tendance à passer d'un extrême à l'autre. En intériorisant notre colère ou au contraire en la laissant exploser, comme nous ne laissons pas notre colère s'exprimer naturellement, il n'est pas étonnant que nous la considérions comme quelque chose de négatif.
De la même manière, nous pensons que les gens qui hurlent ont mauvais caractère, mais le fait que nous ne nous comportions pas comme eux ne signifie pas que nous soyons en paix ou que nous soyons épargnés par la colère. Berry Berenson Perkins, veuve de l'acteur Anthony Perkins, était l'une des femmes les plus charmantes qu'il m'ait été donné de rencontrer. Sa personnalité, mélange de grâce, d'élégance et de chaleur humaine, vous mettait instantanément à l'aise. Pourtant, ce masque de douceur cachait une immense souffrance. Heureusement pour elle, elle avait eu le courage d'affronter la colère qui la minait. Elle n'en avait jamais fait état publiquement, mais quand je lui avais dit que j'écrivais un livre où j'abordais ce sujet, elle m'avait confié qu'elle souhaitait communiquer son expérience parce qu'elle pensait qu'elle pourrait aider les autres. Voici son témoignage. Chacun de nous vit différemment son deuil. Ce qui importe, c'est d'en parler ou de trouver le moyen d'exprimer ce que l'on ressent. On entend trop souvent dire « tout ça, c'est du passé ». Il faut que tu oublies maintenant ou bien libère ta colère. Mais ceux qui disent « cela ne savent pas de quoi ils parlent ». Moi, je l'ai vécu et je peux vous dire que c'est un processus extraordinairement difficile. Il m'est très souvent arrivé d'être en colère, en particulier quand j'ai dû me débrouiller toute seule pour élever les enfants. Je me rends compte aujourd'hui que j'en ai énormément voulu à Tony de nous avoir quittés. C'était un sentiment sous-jacent. Je voyais bien que j'étais en colère, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai réalisé que je reportais ma fureur sur la vaisselle ou sur moi-même. J'espère un jour m'en libérer complètement en arrivant à la gérer. J'ai écrit de nombreuses lettres à mon mari et j'ai effectué un gros travail sur moi-même pour sortir toute cette colère et la maîtriser. Il est important d'exprimer les sentiments positifs que l'on éprouve envers l'autre personne afin de trouver un dérivatif à sa rage et de ne pas être constamment prisonnier de cette émotion. Après sa mort, nous étions anéantis en proie à la plus grande confusion. Nous avons refoulé nos impressions qui se sont alors transformées en dépression. Je l'aimais tellement et je ne souhaitais pas le rendre responsable de quoi que ce soit, mais il y a des choses que l'on ne peut pas maîtriser. La colère m'a appris beaucoup de choses, je me suis aperçue que je l'avais toujours rejetée inconsciemment. La plupart des gens mariés ont de temps à autre des mouvements d'agressivité. Dans notre famille, nous ne nous disputions jamais. Nous nous efforcions d'éviter toute parole blessante et de faire en sorte que l'harmonie règne dans notre foyer. Nous avons esquivé bon nombre de conflits, mais il est difficile de pardonner si l'on n'a pas assumé sa colère. Plus on la libère, plus on est capable d'excuser. Une peur non traitée se transforme en colère, laquelle, si elle n'est pas exprimée, se transformera en fureur. Il est plus facile d'exprimer sa colère que ses craintes, de dire à son conjoint « je suis très en colère contre toi » que de lui dire « j'ai peur que tu me quittes ». Il est plus facile de s'énerver quand quelque chose ne tourne pas rond que d'admettre son incapacité de maîtriser la situation. Il y a quelques mois, un jeune homme prénommé Andrew avait rendez-vous avec sa petite amie Mélanie dans un café. Mais il y avait eu un malentendu sur le lieu de rendez-vous, et chacun avait attendu l'autre dans un café différent. Andrew a attendu Mélanie pendant 30 ou 40 minutes, puis est rentré chez lui après avoir laissé un message sur son répondeur. Je suppose que nous nous sommes mal compris, alors essayons de fixer un autre rendez-vous. Mais Mélanie ne voulut rien entendre, elle lui en voulait énormément, elle laissait entendre qu'il lui avait délibérément posé un lapin. Elle disait qu'elle était déçue, que l'on ne pouvait pas avoir confiance en lui. Il a beau lui dire qu'il s'agissait d'un malentendu, rien n'y fit. Ce qui, pour Andrew, était une simple confusion, représentait pour Mélanie une horrible déception. Cet incident provoqua chez elle une réaction démesurée, sans doute le vestige d'une vieille blessure. Elle était incapable de voir la réalité telle qu'elle était. Inconsciente de l'angoisse qui sous-tendait sa colère, Mélanie attribua à Andrew le rôle du méchant. Malheureusement, en se mettant dans cet état, elle n'avait franchi que la première étape, pour laquelle nous sommes tous très doués. Je suis en colère parce que tu n'étais pas là. Je suis en colère parce que tu es en retard. Je suis en colère parce que tu ne travailles pas assez. Ce que tu m'as dit m'a mis hors de moi. Nous devons apprendre à franchir la deuxième étape, à regarder en nous-mêmes pour découvrir la peur sous-jacente.
Voici quelques exemples qui vous aideront à comprendre ce processus. La colère, je suis en colère parce que tu n'étais pas là. La peur sous-jacente, quand tu n'es pas là, j'ai peur que tu m'abandonnes. La colère, je suis en colère parce que tu es en retard. La peur sous-jacente, ton travail passe avant moi. La colère, je suis en colère parce que tu ne travailles pas assez. La peur sous-jacente, j'ai peur que nous manquions d'argent et que nous ne puissions pas payer nos factures. La colère, ce que tu m'as dit me met très en colère. La peur sous-jacente, j'ai peur que tu ne m'aimes plus. Il est plus facile d'entretenir sa colère que de se confronter à sa peur, mais cela ne permet pas de résoudre les problèmes sous-jacents. Car la colère est mauvaise conseillère. Le fait de s'en prendre violemment à quelqu'un a peu de chances de le convaincre de ses torts. Personne ne vous dira jamais « il m'a crié après pendant une demi-heure, mais au bout de 10 minutes, j'ai compris qu'il avait raison ». Une inquiétude justifiée ne doit pas se traduire par une réaction démesurée. Ainsi, par exemple, qu'est-ce qu'il y a, Caramel? Qu'est-ce que tu veux? Fais attention là, sinon tu vas tout faire tomber. Une inquiétude justifiée ne doit pas se traduire par une réaction démesurée. Ainsi, par exemple, vous n'arriverez à rien de bon en rappelant constamment à votre collègue qu'elle est trop souvent en retard. Par contre, si vous lui dites « il y a un boulot monstre, j'ai peur qu'on n'y arrive pas », votre collègue pourra apaiser votre angoisse sans se sentir dévalorisé. Il faut beaucoup d'énergie pour contenir sa colère, pourtant nous portons tous en nous de vieilles blessures qui minent notre existence. Daphné Ross Kingma, thérapeute et auteur, animait des groupes de discussion centrés sur la rupture. Voici son écrit. Je n'oublierai jamais cette femme remarquable et poignante. Elle avait presque 80 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que cette femme est venue faire ici? Est-elle en train de se séparer de quelqu'un? J'ai demandé à chacun de raconter son histoire à tour de rôle et finalement, ce fut son tour et je lui ai demandé. Quelle est la raison de votre présence ici? Êtes-vous en train de rompre? Mon mari m'a quittée il y a 40 ans. Depuis tout ce temps, je vis dans la colère et l'amertume. Je l'ai accablé de reproches devant mes enfants, devant tous ceux que je connaissais. Dès ce moment-là, je me suis méfiée de tous les hommes. Par la suite, je ne suis jamais restée plus de 3 semaines avec quelqu'un, car il y avait toujours un conflit qui surgissait et qui me rappelait cet ignoble bonhomme qu'avait été mon mari. Je n'ai jamais pu surmonter cette histoire et aujourd'hui, je souffre d'une maladie incurable. Il ne me reste plus que quelques mois à vivre. Je ne veux pas emporter toute cette agressivité avec moi dans ma tombe. Je suis tellement triste, mais tellement triste d'avoir vécu ces 40 années sans avoir pu exprimer, sans avoir pu aimer à nouveau. Je relis la phrase. Je suis tellement triste, mais tellement triste d'avoir vécu ces 40 années sans avoir pu aimer à nouveau. Voilà la raison de ma présence ici. Je n'ai pas pu vivre en paix, mais je veux mourir en paix. Chaque fois que vous douterez de votre courage ou de votre force, chaque fois que vous vous sentirez incapable de surmonter votre colère, pensez à cette femme. Car son exemple, si tragique soit-il, constitue une leçon irremplaçable. Notre société considère la colère comme une émotion négative et stérile. Dans ces conditions, il est difficile de trouver un moyen de l'exprimer. Nous ne savons pas comment en parler ni comment nous en libérer. Nous l'étouffons, nions sa présence ou nous la contenons. C'est ce que font la plupart des gens jusqu'à ce qu'elle explose, parce qu'ils n'ont jamais appris à en parler. Ils savent parfaitement jouer le rôle du gentil qui ne se fasse jamais, jusqu'à ce que, n'y tenant plus, ils entrent dans une colère noire et dressent la liste des 20 infamies que l'autre a commises ces derniers mois. C'est vrai, hein? Mais moi je le fais aussi, hein. La situation des mourants suscite chez leurs proches et les membres du personnel médical des émotions intenses. Il serait bon que les uns et les autres disposent d'une pièce où ils puissent hurler leur colère. Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions tous disposer d'un tel endroit? Quand on n'a pas la possibilité de se libérer, on dirige inéluctablement sa rage sur quelqu'un, ce qui entraîne toujours les mêmes conséquences car personne n'aime se trouver en compagnie d'un irascible. Le coléreux est souvent une personne seule.
Il est courant de retenir sa colère parce qu'on pense qu'une personne bien aimable, réfléchie et sensible ne doit jamais s'emporter. Pourtant, cette réaction peut tout à fait être justifiée. Il est important d'aider les gens à surmonter toute la hargne qu'ils portent en eux, qu'elle soit dirigée contre eux-mêmes, contre autrui ou même contre Dieu. Certains, pour exprimer leur exaspération, injurent Dieu, martyrisent un oreiller ou cognent de toute leur force sur leur lit d'hôpital. Après coup, ils en éprouvent un grand soulagement et découvrent que non seulement ces blasphèmes n'ont aucune conséquence fâcheuse, mais que cela les a rapprochés de Dieu. Une femme dit ainsi: « J'ai compris que Dieu était assez grand pour accepter ma colère et que de toute façon, celle-ci n'était pas dirigée contre lui. » Une hôtesse de l'air évoque son père mort accidentellement alors qu'il nettoyait son fusil. Depuis, elle n'arrivait pas à trouver la paix, à accepter cette mort. Un jour, alors qu'elle pensait à lui, lapsus, il pensait à elle et elle pensait à lui, un terrible orage éclata. Elle se précipita dans son jardin et au milieu du tonnerre et d'une pluie diluvienne, hurla toute sa frustration vers le ciel déchaîné et zébré d'éclairs. Elle dit que cet orage lui a fait découvrir la réalité de sa colère et lui a permis de l'exprimer. Au bout de quelques minutes, elle est tombée à genoux et s'est mise à pleurer. Alors, pour la première fois depuis des années, elle a retrouvé un sentiment de paix intérieure. Après ma dernière attaque cérébrale, j'aurais pu être confrontée à la perspective de ma mort, ou bien à celle de ma guérison. Mais en fait, j'ai dû faire face à la réalité de l'infirmité, car ce malaise avait entraîné une paralysie partielle. Mon état était stable, il ne s'améliorait pas, mais il n'empirait pas non plus. J'étais comme un avion bloqué sur une piste d'envol. J'aurais souhaité qu'il décolle, ou bien qu'il retourne à l'aire de débarquement. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise dans un fauteuil. Je suis devenue irascible, j'étais en colère contre tout et contre tous, même contre Dieu. Je l'accablais d'injures, mais il ne m'a pas foudroyée. Au fil des années, d'innombrables personnes m'ont dit à quel point elles avaient apprécié ma théorie des 5 phrases psychologiques du deuil, dont celle de la colère. Mais ensuite, la plupart des gens de mon entourage m'ont abandonnée à cause de mon sale caractère. Certains journalistes m'ont même critiqué à cause de cela. Tous ces gens reconnaissaient le bien fondé de ma théorie, mais ils ne supportaient pas qu'elle puisse me concerner. Heureusement, ceux qui ne m'ont pas délaissée m'ont permis d'être moi-même sans me juger ni juger ma colère, et cela m'a aidé à la dissiper. J'ai toujours dit qu'il fallait laisser les patients exprimer leur colère. Après ma première attaque cérébrale, une infirmière de l'hôpital où j'avais été admise a essayé de redresser mon bras gauche. La douleur fut si vive que j'ai fait le geste de la frapper avec mon bras valide. Résultat, cette infirmière écrivit dans mon dossier que j'étais une bagarreuse. Excusez-moi, ça me fait rire. Cette réaction est typique du milieu médical qui attribue des comportements hors de proportion aux patients qui ont pourtant des réactions normales. Bon, bim, elle est enfermée dans une case comme étant bagarreuse. Nous sommes sur Terre pour évoluer et maîtriser nos émotions. Les bébés et les jeunes enfants les vivent intensément, ce qui leur permet de les surmonter. Ils pleurent et l'émotion passe. Ils se mettent en colère. Je repense à la phrase d'avant. Ils se mettent en colère et celle-ci disparaît. Les mourants n'acceptent plus les faux semblants et se comportent souvent comme les jeunes enfants. Ils n'hésitent pas à dire « j'ai peur » ou « je suis furieux ». Comme eux, nous pouvons apprendre à être honnêtes et à nous exprimer. Nous pouvons apprendre à vivre une existence où la colère n'est qu'une émotion passagère et non un état permanent. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où nous aborderons le 10e chapitre qui est la leçon du jeu. À très bientôt, merci.